Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi 4 avril. Moment exceptionnel ce matin sur la place du Palais Princier avec la cérémonie des képis blancs de la Légion étrangère. Un instant hautement symbolique que nous évoquerons avec le général Cyril Youtchenko, commandant de la Légion étrangère. Dans ce journal également, nous recevrons le nouveau président du Conseil national. Thomas Brézot a été élu hier lors de la session de printemps. Il livrera ses ambitions à la tête de la Haute Assemblée sur notre antenne. L'ensemble du corps diplomatique de Monaco se réunit en principauté. Quels sont les enjeux de cette conférence et les thèmes qui ont été abordés? La réponse dans ce JT. 5000 personnes ont été formées au geste de premier secours en 2023 en principauté. La Croix-Rouge monégasque vient de leur remettre leur diplôme en présence de leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène. Et puis nous parlerons solidarité, un thème au cœur du dernier rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco avec la participation des lycéens de la principauté. Je vous le disais en titre, ce matin, la place du Palais Princier a accueilli la cérémonie des képis blancs, un instant hautement symbolique qui marque officiellement l'engagement des volontaires dans la Légion étrangère. Avant de l'évoquer avec notre invité, le général Cyril Youtchenko, Vanessa Dessy et Thomas Deus reviennent sur cet événement qui s'est déroulé en présence du Prince Albert II. S'engager à la Légion étrangère, c'est être prêt à tout sacrifier et commencer une nouvelle vie. Chaque année, près de 1600 volontaires sont formés durant 4 mois à Castelnaudary en France. La sélection se fait naturellement. Certains n'ont finalement pas les compétences physiques ou mentales pour aller au bout de l'instruction. 20% des légionnaires confiés quittent généralement les troupes. Pour les autres, c'est avec fierté qu'ils reçoivent leur képi blanc. Tout un symbole. La remise képi blanc, c'est vraiment le moment fondateur pour Monsieur Légionnaire parce que c'est en revêtant pour la première fois son képi blanc qu'il devient légionnaire, donc il accède à la famille Légion. Donc déjà en soi, c'est une seconde naissance. Il naît à la Légion étrangère dans sa nouvelle famille. Et ici à la Principauté de Monaco, où naturellement, donc le cadre effectivement est déjà en lui-même prestigieux, magnifique. Le légionnaire, c'est un peu un aristocrate. Il y a une forme de noblesse chez Monsieur Légionnaire, qui lui vient justement de ce sens de la parole donnée, de l'esprit de sacrifice. Et puis on est quand même sur le rocher, et la Légion n'est-elle pas un petit peu ce roc, ce rocher sur lequel la France en général, et les armées françaises en particulier, peuvent s'appuyer depuis maintenant près de 200 ans. Et c'est à l'initiative du capitaine Develay de la 2e compagnie des engagés volontaires du 4e régiment étranger que cette cérémonie des képis blancs a eu lieu en principauté. Une belle opportunité qui prend tout son sens à Monaco car elle permet de resserrer les liens déjà existants depuis de nombreuses années. C'est une longue histoire puisqu'elle a démarré avec le prince Louis II. Effectivement, lorsqu'il est sorti de Saint-Cyr, et après il avait fait l'école des officiers réputés, et donc il a été engagé au 1er régiment d'étrangers. Et ensuite, tout au long de sa carrière, c'était un militaire, c'est bien le prince militaire d'ailleurs. En 1947, donc le prince Louis II, lors de ses 25 ans de règne, a été donc promu au grade de sergent-chef d'honneur, donc de la Légion étrangère. Et la Légion étrangère avait fait de la ville de Monaco comme première classe d'honneur. Ça, c'est le lien qui lie aujourd'hui, et de manière, je veux dire, à vitam aeternam, le lien entre la principauté de Monaco, ses princes, et la Légion étrangère. La cérémonie des képis blancs s'est clôturée au Monte Carlo Bay avec la tradition de la poussière, un rituel lors des repas de cohésion, originaire de l'armée d'Afrique, qui consiste à nettoyer son verre avec un peu de vin rouge afin d'enlever le sable du désert. L'hymne français qui a donc résonné ce matin sur la place du Palais Princier à l'occasion de cette cérémonie des képis blancs. Bonsoir Cyril Youtchenko. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes le commandant de la Légion étrangère, on vient de le voir
L'instant était hautement symbolique. Que représente ce moment pour la Légion ? Alors tout d'abord, permettez-moi de remercier le prince de son accueil et de nous avoir invités ici à la Principauté pour cette cérémonie qui représente le serment que font les légionnaires en revêtant leur képi blanc. Ils s'engagent à servir la France avec honneur et fidélité et à adopter leur nouvelle patrie qui est la France, alors qu'il y a un mois, 30 jours exactement, ils étaient civils. C'est la première fois que cette cérémonie des képis blancs se déroule en dehors de la France ? Alors oui, en dehors de la France, oui, et c'est la première fois à Monaco, effectivement. La musique de la Légion est déjà venue, mais c'est la première fois qu'une remise des képis blancs a lieu au pied du Palais Princier. Et c'est un grand honneur. Oui, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors, jurer de servir avec honneur et fidélité un pays d'adoption pendant 5 ans, c'est une démarche qui n'est pas facile. Les légionnaires l'ont fait en toute conscience, ils sont tous volontaires. Et nous cherchons des endroits symboliques et marquants pour que à jamais cette remise de képi blanc soit gravée dans leur tête. Et bien sûr, les liens entre la Principauté et la Légion étrangère sont ancestraux. Et notamment l'arrière-grand-père du prince Louis II de Monaco a servi à la Légion étrangère. Il a terminé général de division et il était enrôlé au 1er régiment étranger après avoir fait Saint-Cyr. Alors ces nouveaux képis blancs se sont engagés à respecter le code d'honneur du légionnaire et à cultiver les valeurs que la Légion représente. Quel est ce code de l'honneur et quelles sont ses valeurs ? Alors le code d'honneur, ce sont 7 articles qui en fait sont notre définition à nous de l'honneur. La fidélité, c'est assez facile à concevoir. L'honneur, c'est plus dur à définir. Et donc nous l'avons défini en 7 articles. Et ces 7 articles, on peut les résumer dans le culte sacré de la mission, la rigueur de l'exécution, le culte des souvenirs, le respect des anciens et bien sûr l'entraînement, le maintien en condition et ne jamais abandonner ni ses morts, ni ses blessés, ni ses armes. Et quelles sont les missions de la Légion étrangère ? Quel est son rôle ? Alors les missions de la Légion étrangère sont exactement les mêmes que celles de l'armée de terre. Nous sommes partie intégrante de l'armée de terre. Nous, on représente 12% de la force opérationnelle terrestre, soit 9500 légionnaires. Et que ce soit au sein de la brigade parachutiste, au sein de la 6e brigade légère blindée ou la 27e brigade d'infanterie de montagne, nous faisons les mêmes missions que nos camarades du régime général. Et qui sont ces légionnaires ? On parle d'une seconde famille, vous êtes d'accord avec cela ? J'espère que nous sommes bien une seconde famille. Un légionnaire qui vient de 147 pays différents et qui du jour au lendemain se retrouve en France avec parfois des kilomètres de sa propre famille, ici a besoin de retrouver la camaraderie, la solidarité, la fraternité d'armes qu'il a quitté de son pays et ensuite tout au long de sa vie il aura tout le temps un frère d'armes qui viendra l'aider. Et comme vous l'avez dit, ce sont tous des combattants qui peuvent évoluer dans tous les milieux. Oui, exactement. Même nos musiciens sont des combattants. Tous suivent la formation initiale. Les 9500 légionnaires ont tous assisté à un moment donné, au début de leur vie de légionnaire, à cette remise de képi blanc. Et ils sont tous amenés à être projetés sur un théâtre d'opération, quel qu'il soit, et là où la France demande qu'on aille. Eh bien, merci beaucoup Cyril Lutchenko d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer ce moment si particulier pour la Légion étrangère. Merci beaucoup. Merci Émilie, bonne soirée à tous. L'autre actualité, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne hier soir, c'est l'élection d'un nouveau président au Conseil national. Thomas Brézot sera en plateau avec nous dans quelques instants. Mais avant cela, retour sur cette soirée au sein de l'hémicycle pour décrypter cette séance. Avec vous Christina Thomel, bonsoir. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, cette séance de renouvellement du bureau de la Haute Assemblée marque aussi l'ouverture de la session de printemps, une séance qui a été ouverte hier soir par la doyenne Maryse Battaglia. Le renouvellement annuel du bureau du Conseil national est un aspect quasiment unique dans les démocraties modernes puisqu'il laisse le choix aux élus d'accorder leur confiance au président et au vice-président pour une durée d'1 an seulement et non pas pour l'ensemble de la mandature, car si les Monégasques élisent l'Assemblée pour une période de 5 ans, tous les ans, les élus, quant à eux, choisissent la personne plus à même
de les présider. Installée à la présidence du Parlement monégasque depuis avril 2023, Brigitte Bocon-Pagès se trouvait contestée ces derniers temps par ses pairs. La première femme élue présidente du Conseil national a donc décidé hier soir de retirer sa candidature à l'élection de la présidence de l'Assemblée. Élu pour la première fois en 2018 sur la liste de Stéphane Valéry, celui qui a occupé jusqu'en mars dernier la fonction de président de la commission de législation, le juriste Thomas Brezzo, a été élu président du Conseil national par la quasi-totalité de ses pairs, soit 22 voix sur 23 et un vote blanc. Thomas Brezzo, avocat, a ainsi reçu la confiance des 3 tendances politiques de la liste intégralement élue en février 2023. Son engagement politique a été déterminant dans le cadre des discussions ayant conduit à la suspension des négociations en vue d'accords d'association avec l'Union européenne ainsi que dans le dossier Moneyval. Désireux de donner une nouvelle dynamique pour remettre le Conseil national en ordre de marche, Thomas Brezzo compte désormais se consacrer à plein temps à la présidence de l'Assemblée. Quant à Jean-Louis Grinda, il est reconduit à la vice-présidence du Conseil national avec 22 voix pour une abstention. Voilà pour les explications de Christine Datomel. Nous avons rejoint en studio le président du Conseil national. Bonsoir Thomas Brezzo. Bonsoir Émilie. Une réaction tout d'abord suite à votre élection hier qui a eu lieu dans l'hémicycle du Conseil national. Une fierté pour la confiance qui m'a été témoignée par l'ensemble de mes collègues élus au sein du Conseil national, avec un vote à la quasi-unanimité des élus en ma faveur, ce qui démontre bien évidemment la poursuite des travaux de l'Union nationale, liste pour laquelle nous avons été élus en février 2023. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature ? C'est un processus qui s'est effectué sur plusieurs semaines, plusieurs mois même on va dire. C'est en réalité les problèmes que nous avons rencontrés, notamment dans le cadre de la gouvernance du Conseil national, qui ont conduit l'ensemble des élus au fur et à mesure à s'interroger sur les suites à donner au mandat pour lequel nous avons été élus l'an dernier, et des mesures à prendre en raison des difficultés que nous avons pu rencontrer au fil du temps, que ce soit avec les permanents du Conseil national, avec même certains élus ou pour des problèmes plus fondamentaux, on va dire. On entend cela résulte de désaccords avec l'ancienne présidente du Conseil national ? Alors, pas nécessairement de désaccord sur le fond et sur la partie politique des différents sujets, mais un désaccord sur le mode de gouvernance essentiellement. Oui. Dans son discours hier, l'ancienne présidente du Conseil national a laissé entendre qu'il y avait peut-être aussi des désaccords au sein de la liste Union. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est pas vraiment le cas, et puis on voit le résultat qui est celui des élections d'hier soir, c'est-à-dire 22 voix sur 23 personnes présentes. Il n'y a pas de désaccord entre les élus du Conseil national. C'était une décision qui s'est prise à la majorité des élus du Conseil national contre l'ancienne présidente de cette institution. Vous êtes donc désormais le président du Conseil national. Vous avez annoncé vouloir donner un nouveau souffle à cette haute assemblée. Comment cela va se traduire concrètement ? Un nouveau souffle, une nouvelle dynamique qui a déjà commencé, puisque au cours des dernières semaines, nous avons continué les travaux entre les élus au Conseil national. Il fallait bien évidemment, on ne pouvait pas arrêter les travaux comme ça du jour au lendemain, donc nous avons continué à travailler. Il y a une nouvelle dynamique qui s'est instaurée, donc ça c'est plutôt très positif pour l'institution. Il va y avoir prise de fonction là, qui s'est faite depuis ce matin, une réorganisation du cabinet de la présidence. Puis ensuite, nous allons réadapter les méthodes de travail pour les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus transparentes et pour les rendre beaucoup plus efficaces au final pour le travail de l'institution. Pour répondre aux défis importants ? Tout à fait. La situation n'est pas au beau fixe actuellement en Principauté de Monaco. Donc l'Assemblée devra se montrer à la hauteur dans tous les travaux qu'elle aura à diriger. Les travaux qui concernent généralement les sujets habituels tels que le logement, la mobilité, l'attractivité en général du pays, mais également le budget, puisqu'on a un budget rectificatif qui est prévu dès la session de printemps. Pas chose habituelle, donc il va falloir travailler notamment sur les recettes, sur la diminution des dépenses et pouvoir effectivement voter le budget
ce premier budget rectificatif de la meilleure des manières qu'il soit. Tout en étant partenaire du gouvernement princier, ce sont vos mots, hein. C'est l'objectif et c'est dans ce sens-là que nous nous posons au Conseil national. La Constitution fait que nous sommes sans cesse obligés de rechercher un consensus dans la prise des décisions qui concernent le pays, que ce soit entre le gouvernement et le Conseil national. Donc il y a deux manières de voir les choses. Soit nous sommes dans l'affrontement. Dans ces cas-là, je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour faire avancer les choses. Soit nous nous trouvons comme deux partenaires institutionnels, une expression qui est souvent utilisée, mais qui est essentielle. Si on veut effectivement progresser et avancer sur les sujets, il va falloir rechercher ce consensus, cet équilibre dans les décisions à prendre entre nos deux institutions. Et ça, c'est important pour le pays, sachant que ceux qui doivent être les grands gagnants de ces discussions-là, ce sont bien évidemment les monégasques en premier lieu, mais également les résidents et les travailleurs. Un dernier mot, Thomas Brézot, un mot pour définir votre mandat de président du Conseil national. Lequel serait-il? Dynamique. Ce sont vos ambitions? Tout à fait, oui. Je suis comme ça moi-même dans la vie à titre personnel. Plutôt l'habitude que les choses avancent assez vite et donc c'est effectivement mon objectif, qu'on bouscule un petit peu les codes, qu'on change les méthodes de travail pour les rendre effectivement plus fluides et plus efficaces. Et effectivement, le pays mérite qu'on prenne des décisions le plus rapidement possible et puis qu'on trouve surtout des solutions. On a l'avantage d'être un petit pays, les choses peuvent bouger vite, à condition de les faire bouger bien évidemment. Bien, merci beaucoup Thomas Brézot d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci. Je vous remercie. Chaque année, l'ensemble du corps diplomatique de Monaco se réunit pour la conférence diplomatique, l'occasion de réfléchir ensemble et de faire le point sur l'actualité de la principauté, ses activités phares et ses actions. Attractivité, sécurité, intelligence artificielle, Monéval et bien d'autres sujets étaient au programme de ces 2 journées de réunion. Écoutez. Nous avons été très sollicités ces derniers temps avec une actualité très chargée, je pense notamment à l'Ukraine, au Moyen-Orient, Proche-Orient, et je pense que c'est bien, moi je pars de cette conférence avec vraiment un sentiment que on est tous à l'écoute les uns des autres et qu'on arrivera vraiment à avoir une politique qui va s'affirmer et très unifiée. Au niveau des aspects que Monaco propose en matière d'attractivité sont très importants. On travaille sur le fond aussi bien sur de l'accueil, mais avec des propositions en principauté qui répondent à des attentes à travers le monde, je pense en matière de sécurité, en matière d'art, en matière de culture, en matière également de cybersécurité. Et puis, bien évidemment, Pierre-André Capori, le conseiller de gouvernement ministre pour les Finances, qui a fait un point très important sur le processus Monéval et toutes les actions qui ont été mises en place par la principauté pour répondre aux recommandations de Monéval. C'est important pour les ambassadeurs qui sont aussi les relais dans leur pays d'accréditation de savoir un petit peu où la principauté se situe dans le travail important qui a été mis en place. Venturilab fait un pas de plus vers la Lune. La NASA vient de lui attribuer un contrat afin de développer un rover lunaire dans le cadre du programme Artemis, une aventure spatiale exceptionnelle. Baptisé Flex, ce rover devrait permettre aux astronautes d'explorer une plus large partie de la surface de la Lune. Ce contrat vient saluer des années de travail et d'implication des équipes basées à Monaco, en Suisse et aux États-Unis. Le gouvernement princier a annoncé poursuivre son soutien aux commerces et restaurants avec l'application Carlo. Le dispositif mis en place en décembre 2020 rencontre un vif succès. Il compte désormais plus de 650 commerces partenaires et 65 000 utilisateurs. Au regard de ces résultats, le gouvernement a décidé de prolonger sa prise en charge des frais de plateforme jusqu'en mars 2025. 5000, c'est le nombre de personnes formées au premier secours cette année par la Croix-Rouge monégasque. Une partie d'entre eux a été saluée en recevant leur diplôme des mains de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Une cérémonie qui marque l'importance de connaître ces gestes qui sauvent. Le reportage d'Alban Gingembre et Hugo Comassa. Après avoir suivi scrupuleusement leur formation de premier secours, ils reçoivent enfin leur diplôme. En principauté, tous les élèves sont sensibilisés à ces gestes qui peuvent sauver des vies. On a eu quelques cours pendant peut-être 3 semaines, pendant 4 heures, des cours de... En fait, c'est comme une formation
En fait, avec certaines personnes de la Croix-Rouge qui nous enseignaient les gestes de secours ou des gestes qu'il fallait faire en cas de besoin. Et ça nous permet du coup de sauver des vies. Comme je suis professeure des écoles et que je suis maman d'un petit garçon, je voulais vraiment apprendre les gestes des premiers secours au cas où il arrive quelque chose. Je me suis rendu compte que c'était important et surtout qu'on avait des informations erronées de ce qu'on doit faire ou ne pas faire surtout. Ça me rassure et ça me donne envie d'aller plus loin et de rentrer comme bénévole dans la Croix-Rouge monégasque. La connaissance de ces gestes est capitale. Il existe différents niveaux de formation. C'est une des nombreuses missions de la Croix-Rouge. La base pour avoir quelque chose de complet, c'est minimum 24 heures. Il faut saluer les gens qui spontanément viennent se former pour leur sécurité personnelle. C'est ce qu'on appelle le premier témoin de la chaîne de secours. On a beau avoir des secouristes militaires formés, pompiers qui interviennent très vite. Dans certains nombres de cas, notamment les étouffements, les hémorragies, un arrêt cardiaque, les quelques minutes nécessaires à l'arrivée de l'ambulance sont vitales. Il est aussi essentiel d'entretenir ses connaissances. La Croix-Rouge invite les personnes déjà formées à suivre un recyclage tous les 3 ans. Oui, on rappelle que ces formations au premier secours sont gratuites en principauté, une volonté du président de la Croix-Rouge monégasque, le prince Albert II. La solidarité était au cœur du dernier rendez-vous organisé par les rencontres philosophiques de Monaco. Des philosophes et des organisations à vocation sociale et solidaire sont allés à la rencontre de lycéens de la principauté pour évoquer avec eux les enjeux actuels. Plus de détails avec Christina Tomel et Lionel Bernardi. On peut être différent et solidaire. Par exemple, au rugby, il nous faut des grands, des gros, des rapides, des moins lents, des techniques, des maladroits, mais ensemble, ils ont un but commun. L'objectif de cette rencontre, discuter avec la jeunesse de questions de solidarité et d'enjeux philosophiques, les deux partageant des points communs. Et pour les philosophes, le renouvellement de la pensée passe forcément par les adolescents. Il était donc essentiel d'aborder certains sujets, leur fraîcheur étant une manière stimulante de se reconnecter avec ces enjeux contemporains, car associer la philosophie aux associations caritatives est une évidence. Ça se combine bien, mais je résisterai à la tentation à laquelle pourraient céder certains d'opposer théorie et pratique avec des intellectuels d'un côté qui seraient que intellectuels et puis des acteurs sociaux qui seraient que tournés vers des pratiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les pratiques. Je pense que la pensée aussi est une pratique. Et donc de ce point de vue-là, on se retrouve assez aisément, oui. J'ai beaucoup aimé le monsieur avec qui on a parlé, qui nous a parlé de l'association avec laquelle il travaillait, la MADS, où ça nous a apporté un point de vue sur ce qu'il fait, les actions qu'on peut faire pour nous plus tard. Et ça nous a beaucoup plu. Et ça nous permet pour plus tard déjà de nous projeter dans un avenir proche sur ce qu'on peut faire. Et ça nous offre aussi d'autres possibilités pour nos métiers. C'était vraiment une belle expérience d'échange et puis d'être en capacité aussi de faire passer quelques messages autour de la notion de liberté ou de l'empathie, du care. Ils ont des cours sur la justice, le droit, la politique. Mais ce que j'aimerais voir avec eux, c'est ce que ça signifie au quotidien pour eux. La justice, comment par exemple ils se préoccupent d'enjeux de justice plus internationaux, plus globaux, et en particulier si on pense à la MAD et au travail de la MAD, est-ce qu'ils pensent finalement à la situation de personnes qui sont dans des pays très éloignés, qui sont dans des situations de pauvreté, des situations très difficiles. La philosophie, c'est une discipline qui continue à avancer, qui a ses problématiques classiques, mais aussi des problématiques nouvelles. Et ça permet aux élèves de voir cette discipline vivante. Et ce qu'apporte la présence des associations, c'est de voir que cette philosophie qu'on étudie, cette philosophie vivante qui se fait encore aujourd'hui, elle est en contact étroit avec le monde dans lequel on vit, avec tous ces problèmes. Les élèves de terminale ont ainsi pu rencontrer 4 philosophes de renom et différentes associations caritatives de la principauté et se rendre compte que des liens existent entre les disciplines théoriques les plus abstraites et les engagements les plus prenants. En sport, on connaît les joueurs bénéficiaires d'une wildcard pour le tableau final du Rolex Monte Carlo Masters. Elles ont été attribuées à Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Matteo Berrettini et au joueur de la Fédération monégasque de tennis, Valentin Vachereau. Le monégasque Luca Catarina, lui, bénéficie d'une wildcard pour le tableau de qualification,
tout comme Diego Schwartzman et Lucas Pouille. Vivez le tirage au sort de la 117e édition du Rolex Monte Carlo Masters en direct sur Monaco Info ce vendredi à 17h. Il sera suivi de votre émission Les Experts du tennis animée par Frédéric Elion, Christophe Paco et notre consultant Laurent Orsini. Le grand départ du rallye Aïcha des Gazelles approche à grands pas. Il aura lieu ici même, en Principauté, dans une dizaine de jours. Parmi les participantes de ce rallye raid 100% féminin, nous porterons une attention particulière à l'équipage 158. Les Suricates de Monac, composés de Céline Cotalorda et Sylvie Bertrand, ont présenté la voiture qui les conduira sur les pistes du désert marocain. Elles soutiendront durant leur aventure la fondation Panzi. Le dernier numéro de Code Sport Monaco vient de paraître. La couverture du numéro 70 met à l'honneur la nageuse Lisa Pou, première monégasque qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Sa performance a d'ailleurs été honorée par le prince Albert II en personne et Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque. Sébastien Dervieux, licencié au sein de l'AS Monaco Natation, vivra lui aussi les Jeux à Paris. Il a été sélectionné en qualité d'arbitre international de water-polo. Il vivra sa deuxième expérience olympique. Rejoignons Christinda Thomel à présent pour vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Christinda ? Vendredi sera une journée ensoleillée, les températures monteront jusqu'à 17 degrés et une très légère brise soufflera tout au long de l'après-midi. Demain, nous fêterons les Irènes. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. On referme cette édition avec les photos de Stéphane Dana qui a assisté à la cérémonie de remise des képis blancs de la Légion étrangère. Demain, retrouvez Yannick Debever pour votre JT. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.